Bon, bah écoutez, bienvenue sur la quatrième conférence des Plumes du Lion, le salon du livre sur la littérature lyonnaise organisé par l'association de libraires, l'association de l'EM Lyon Business School. Je suis en compagnie de David Etuil, qui est l'éditeur des éditions MU et qui va Bonjour. nous parler un petit peu de son métier. Et ben, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Davy, est-ce que tu peux nous parler de comment tu es devenu éditeur et un peu de ton travail au quotidien? Puis après, on ira un peu plus dans le détail. Comment je suis devenu éditeur? C'est une très très bonne question. Alors, j'ai commencé il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant à travailler dans le milieu culturel, dans une ville qui possédait un centre d'art et un festival de jazz qui s'appelle Ok. Francheville, qui est une ville de l'Ouest lyonnais. Donc j'ai travaillé au Fort du Bruissin, donc pour cette commune. C'était une magnifique expérience. Voilà, j'ai par la suite travaillé dans d'autres secteurs de la vie culturelle lyonnaise. Et puis, début des années 2000, bon, le secteur culturel était un petit peu en crise. J'ai donc repris un travail moins culturel, dirons-nous, puis des études notamment de droit, où je suis devenu juriste spécialisé en droit social et puis en ergonomie et sécurité du travail. Par la suite RH et puis arrivé non loin des 40 ans, même si le travail me plaisait énormément, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, il me manquait du Mhm. sens en fait Ok. à ce que je faisais. Et j'ai décidé de monter une maison d'édition. Alors, pourquoi? J'en sais rien. J'avais envie de livres, j'aimais les livres, j'aimais cette idée de défendre des auteurs. Pardon, j'ai eu une information à ce moment-là comme quoi on allait être enregistré. Ouais, c'est ça en fait. Un J'ai peu, lancé le live à côté. qui a Merci, un pardon, peu excuse-moi. coupé le truc. Mais donc voilà, donc arrivé 40 ans, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des livres, on aime la lecture, on aime Mhm. les auteurs, allons-y, lançons une maison d'édition. Donc je n'ai fait aucun business plan, je n'ai fait aucune étude de marché, je n'ai absolument rien fait de tout cela. J'ai pris mes économies Ok. et je me suis dit, allez, banco, lançons-nous. Euh, Et c'était il y a combien et de temps? La MU à c'était quel en âge? 2013. C'était en D'accord. 2013. Ok. La maison d'édition a traversé des périodes aussi terribles que belles, Mhm. des tas de difficultés, mais également des moments d'une magie absolument incroyable avec certaines autrices et certains auteurs. Et donc voilà comment j'ai lancé la maison d'édition, donc presque sur un coup de tête, et en me disant que j'avais envie de faire des livres. Ok. Et quel est le domaine un peu, on va dire, littéraire de MU? Et déjà, d'abord, pourquoi MU? Le nom MU. Alors, Mu, c'est une référence à beaucoup, beaucoup de choses. Mu, c'est d'abord la Lémurie, c'est d'abord le continent perdu. Pardon, je vais être un peu caricatural parce que je ne veux pas trop m'apesantir dessus, mais finalement, chaque peuple a une légende d'une île magnifique engloutie par les eaux. Et la Lémurie, c'est l'Atlantide de l'hémisphère sud. Et il y a eu des tas de récits sur ce continent perdu. Et c'est un Mhm. continent, voilà. Et ce que j'avais envie de faire en termes de littérature, c'était aussi de permettre aux gens d'explorer de nouveaux territoires, d'explorer de nouvelles frontières. Mauvaise référence à Star Trek, mais c'est pas grave. Voilà, d'aller dans des endroits moins balisés qu'on pourrait trouver chez d'autres éditeurs. Et donc Mu s'est imposé seul.
Bon, après, il y a plein d'autres raisons, hein. Je suis issu d'un milieu ouvrier où la télé a été beaucoup plus présente que la littérature. Et les mystérieuses cités d'or ont bercé mon enfance. Et l'un des héros est un descendant de cette cité de Mu. Et c'est un des héros que je Ok. préfère dans cette série. Donc, bon, bah voilà, ça a été. C'était une petite touche Ça personnelle. s'est imposé tout seul. Ok. Et donc, quel est le domaine un peu de Mu pour que les gens puissent un peu être cernés Alors, Mu c'est. Alors, pardon pour ce cliché, Mu, c'est avant tout de la littérature. Je ne suis pas un grand adepte des étiquettes. Voilà, j'ai envie de défendre d'abord des auteurs et des idées dans les romans Mhm. et de beaux textes, au demeurant. Euh, Mu, c'est également une maison d'édition qui va miser sur le propos. Ce ne sont pas juste des histoires qui peuvent être très bien au demeurant, hein, c'est pas Mhm. la question n'est pas là, mais ce que nous souhaitons défendre, ce sont plutôt des romans qui nous parlent de nous, soit de façon intime, je pense par exemple à Michael Rock, soit de façon plus universelle, comme Emmanuel Brault ou Pierre Léoté. Mhm. Ok. Et ce sont à chaque fois des réflexions sur nous, sur nos sociétés, sur nos façons d'agir au quotidien. Et particulièrement, je pense entre autres à Nicolas Cartelet, mettre en point, en point focal ceux qui subissent des choses qu'ils n'ont pas décidées. D'accord. Et voilà, et donc on est, puisqu'il faut définir un genre, parce que je pense que la question va arriver, donc je vais la précéder. Euh, on, Mu, c'est entre la littérature blanche et la littérature de l'imaginaire. Littérature de l'imaginaire, donc je précise Littérature le nouveau blanche. terme. Oh, pardon, vas-y, je t'en prie, Davy. Oui, oui, alors je vais préciser littérature blanche pour tout ce qui concerne justement cette idée de recherche de voix littéraires, voilà, forte, intéressante, quelquefois déstabilisante, Mhm. et littérature de l'imaginaire pour justement ce pas de côté vers la science-fiction, vers l'anticipation, vers la fantaisie, le fantastique, qui permettent de prendre du recul, de prendre de la hauteur face à une problématique qui est la problématique du roman traité par nos autrices et auteurs, et d'aller sans doute même un peu plus loin que si on était resté les deux pieds dans le réel. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, il faut une problématique, on va dire, sociale ou Mieux. sociétale. Et Sociétal ou mais intime, hein. ouais, ou intime, ouais, avec Intime Michael Roche également, c'est notamment, très le important. Ça livre veut jaune. dire que oui. Mais dans un autre univers, il faut quand même conserver cette distanciation avec notre monde, on va dire. Alors il faut non. Mais effectivement, l'ADN de la maison d'édition est justement de proposer ce petit pas de côté. Donc, on aura toujours des éléments. On peut prendre par exemple Petit Blanc de Nicolas Cartelet. Alors certes, on est en pleine époque coloniale. Ça se passe sur une île qui n'existe pas, mais tout ce qui s'y passe est excessivement réaliste. Or, quelques petits détails très murakamiens qui vont justement créer cette petite rupture dans le réel. D'accord. Mais sinon, nous sommes face à des textes qui sont tout à fait réalistes et surtout des actions qui sont tout à fait réalistes. D'accord. Et justement, tu parles de ces textes. Comment fonctionne ce travail éditorial que tu vas recevoir d'ailleurs, tu reçois combien de manuscrits par session ouverte d'appel à texte? Alors là, on a fermé la soumission des manuscrits compte tenu de la période et j'en profite le cas où des personnes nous regardent pour m'excuser platement du retard que nous avons sur la précédente ouverture des manuscrits. Le Covid nous a fortement impacté.
Et nous avons été contraints de travailler bien d'autres choses à ce sujet qu'hélas, la lecture des manuscrits qui nous étaient parvenus. Donc, à la précédente ouverture, en un mois, nous avons reçu plus d'une centaine de manuscrits. D'accord. Et tu fais comment pour faire le tri, justement? Ouvert. Ah, Alors, la fameuse touche de l'éditeur. La fameuse touche de l'éditeur. Alors déjà, nous travaillons à deux, hein, puisque je travaille avec Frédéric Veil également. Nous co-dirigeons éditorialement le MU. L'idée, c'est on va lire les textes. De toute façon, on les lit jusqu'au bout. Hein. Enfin, moi particulièrement, je lis les textes jusqu'au bout. Alors, quelquefois, lorsque je me rends compte que je ne suis pas forcément hyper passionné, je vais les lire peut-être en version un peu plus rapide, mais je m'astreins à lire un roman jusqu'au bout. Pour une raison simple, c'est que quelquefois, le roman n'est pas celui qu'il faut éditer, mais on peut sentir une plume chez l'autrice ou chez l'auteur. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui se crée et que ce roman était peut-être un premier roman qui aurait dû rester dans les tiroirs, mais sur lequel on va engager cette autrice ou cet auteur à aller plus loin ou à proposer autre chose plus tard. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est ton travail éditorial. Tu vois un manuscrit, tu vas jusqu'au bout et tu sens qu'il y a une voix particulière. Tu contactes l'auteur et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je pense que le texte est éditable, en l'état, avec tout le travail éditorial qui peut être mené par la suite, je contacte l'auteur. En règle générale, nous passons un certain temps au téléphone ou en vrai, s'il est non loin de Lyon et que nous avons la possibilité hors Covid de pouvoir nous rencontrer. Donc, nous nous contactons. Je passe du temps à discuter avec lui. Ce qui m'intéresse chez un auteur, c'est pas le roman one shot, c'est pas l'œuvre ultime. Et puis après, il y aura plus rien. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une politique d'auteur, c'est d'accompagner et de permettre à des auteurs de suivre également l'évolution de la maison d'édition. Et donc, je prends du temps avec eux, nous discutons du texte déjà pour commencer, et puis ensuite de leurs différents projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer pour la suite. D'accord. Et si cette suite n'est pas cohérente avec ta ligne éditoriale, par exemple, tu aideras un peu, comment ça se passe? Ça peut arriver, oui, justement. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Ce n'est pas très grave en soi parce que vous avez des auteurs qui ont des écritures polymorphes. Et donc, vous pouvez adorer deux de leurs romans et les publier, et le troisième leur dire celui-ci ne me plaît pas. En revanche, je sais que tel consoeur ou tel confrère, ça peut lui plaire. Donc, vas-y. Vas-y. Et puis, si tu as un nouveau texte qui est plus adapté à ce que nous faisons chez MU, la porte est toujours ouverte. Et on sera toujours là pour toi. Donc voilà, c'est la question, c'est plus. Je prends un exemple très caricatural, mais nous faisons de la littérature pour adultes. Si j'ai un auteur qui vient avec un roman young adulte, par exemple, bon, il y a peu de chances que je l'édite, mais ça ne veut pas dire que je ne l'éditerai plus jamais par la suite. C'est juste que ce roman-là n'est pas adapté à la maison d'édition. Voilà. Et donc, je préfère qu'il aille dans une maison qui soit en capacité de défendre ce type de texte plutôt que de me forcer à défendre un texte dont je n'ai pas les outils, en fait, pour pouvoir le défendre. Ok. Et justement, quand le manuscrit est finalisé, donc vous avez discuté avec l'auteur, ça prend combien de temps cette on va dire, réécriture ou cette… C'est excessivement variable.
D'accord. Donc, il y a pas de, il y a pas, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est excessivement variable. Et puis, il y a, il y a autant de personnalités d'auteurs et d'autrices qu'il y a de temps de travail sur un manuscrit. On ne sait jamais quand on aborde le travail combien de temps ça va prendre. Pour certains, en 3 mois de travail, l'affaire est pliée. Ok. Voilà. L'affaire est pliée, c'est très rapide parce que tout de suite, il y a une connexion qui se fait en termes de questionnement, de réponse, d'aller-retour, de ping-pong. En 3 mois, le bouquin est plié. Et il y en a d'autres, il faut plus d'1 an. Ouais. Il faut plus d'1 an parce que il faut aussi du temps pour s'accorder, se comprendre. Quelquefois un auteur ou un éditeur ne comprend pas ce que l'autre est en train de lui dire ou de tenter de lui expliquer. Et donc, il faut du temps, quelquefois des engueulades, ça arrive, mais ce sont des engueulades professionnelles. Ça veut dire que ça n'entrave en rien les relations humaines qu'on peut développer avec les auteurs. C'est juste que sur certains points, quelquefois, vous savez, la communication entre ce que je veux dire, ce qui est entendu, tout ça nous amène à ne pas nous comprendre. Et ça peut arriver également dans le travail éditorial. L'important, c'est de toujours penser au travail de l'auteur, respecter ce qu'il a envie de dire, comment il a envie de le dire, et de faire au mieux, puisque le roman nous a plu, pour pouvoir le défendre par la suite. Et donc, quand ce retravail du manuscrit est terminé, pour voir arriver un livre imprimé, combien de temps à peu près imprimé et aussi en librairie, parce qu'il y a, tu vois, je vois qu'il y a des livres qui vont paraître, qui sont déjà chez toi. Oui. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'on est, donc on a un distributeur et un diffuseur chez Mhm. Mu. Il faut savoir que notre planning est prévu 6 mois à l'avance, hein. Mhm. Ok. Donc, Et c'est un temps long, en fait. hmm, Donc, 6 mois avant, on sait quel est le texte. Là, on est en train déjà de travailler sur les textes du mois de mai. d'accord. Et justement, tu as Euh, parlé de diffuseur et de distributeur. Tu peux préciser pour les gens bien qui nous sûr. écoutent? Bien sûr. Alors, le diffuseur a en charge de contacter les librairies pour organiser le placement des livres en librairie. Mhm. Donc, ils vont discuter avec les libraires, ils vont prendre du temps avec eux pour justement que ces livres soient mis en avant par ces derniers. Et le distributeur, c'est le logisticien, c'est celui qui va se charger des commandes, des mises en carton, des envois, des retours, etc., etc. Donc Ok. tout ça, ça s'organise, c'est toute une chaîne, et c'est une chaîne qui est assez longue. Et donc il faut que 6 mois avant la sortie du livre, le texte soit finalisé déjà, qu'on ait commencé toute la période de correction, le travail sur la 4e de couverture, la couverture en elle-même, c'est l'illustration graphique de la couverture, la maquette du roman, pour que 3 mois avant, on ait tous les éléments de communication, de présentation, pour que le diffuseur, donc l'équipe des délégués de la diffusion, puisse aller en librairie et commencer à parler du roman. D'accord. Et tu estimes comment tu peux jauger, évaluer si une parution est un succès? Parce que je pense que tout le monde a des indicateurs. Tu vois, tu as le distributeur, tu as le diffuseur. Oui, c'est le diffuseur, le diffuseur lorsqu'il vous dit, tiens, on a tant de placements de romans à 1 mois de sortie du roman, tu sais à peu près que c'est une bonne marge, ou que il va falloir peut-être pousser un peu plus le roman, lui donner un peu plus de communication pour qu'il soit un peu plus vu et un peu plus lu. Si on avait une boule de cristal ou une recette magique pour ne faire que des succès de librairie, ça fait très longtemps qu'on l'utiliserait. Or, Bien nous sûr. n'en avons pas.
Il y a d'excellents romans, des romans absolument magnifiques, qui n'ont du succès que 10 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis trop tôt. Ils sont sortis D'accord. trop tôt et le public n'était pas prêt à ce moment-là. 10 ans après, le public est de nouveau prêt et là, ça devient un succès. Je pense par exemple à Octavia Butler, qu'on redécouvre aujourd'hui, qui avait été traduit en France il y a des années de ça, qui avait eu un succès très relatif et qui aujourd'hui est en plein essor. Bon, c'est dommage, Octavia Butler nous a quittés, mais son œuvre perdure. Et donc, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qu'un livre va donner. Ce dont on est sûr quand on le publie, en tout cas chez Mu, c'est qu'on travaille au coup de cœur. Au coup de cœur pour une autrice ou un auteur, ou un coup de cœur pour un texte. Et c'est ça qui, pour nous, est le plus important. Le reste, eh ben, on fait le nécessaire, on fait tout ce qu'il faut pour que les lectrices et les lecteurs s'emparent de ce roman et l'aiment. C'est encore mieux. Et comment tu communiques autour du livre, toi, à ton échelle? Parce que tu es l'éditeur et je pense que le diffuseur, lui, va faire le commercial auprès du libraire. Mais toi, comment tu abordes cette communication? Alors, on aborde cette communication sous plusieurs axes. Alors, il y a tout l'axe qu'on va mettre dans un même sac, qui est le community management. C'est tout le travail, effectivement, sur les réseaux sociaux. Donc, présentation du livre, des extraits, des interviews d'auteurs, etc., etc. Et puis, on a tout un autre axe qui est la communication directe auprès des libraires également, qu'on appelle, avec qui on discute. Ça veut dire qu'on ne remplace pas le travail des délégués, mais chez Mu, on essaye aussi de créer un rapport avec la librairie qui n'est pas juste le lieu de la vente du livre, mais qui est aussi le lieu de la prescription du livre. Et donc, c'est ça que nous essayons aussi de développer. Le Covid nous a un peu... depuis le mois de mars dernier, j'ai pas pu mettre les pieds quasiment dans une librairie où pour rencontrer les libraires. J'ai pu aller en librairie, mais prendre du temps sur des libraires qui déjà dans une période très particulière, ne me paraissait pas opportun. J'espère que très bientôt, on va pouvoir reprendre ces rendez-vous avec eux et ces rencontres. Et puis, il y a tout le travail auprès de la presse, des journalistes, des blogueurs, à qui on envoie des services de presse et qu'on relance pour essayer d'obtenir un maximum de retours, des petits mots, des critiques, des petits mots de libraire, voilà, tout ce genre de choses qui font vivre en fait au quotidien le roman à partir du moment où il est disponible en librairie. D'accord, et c'est une sorte de marketing petit pas à petit pas ou créer une communauté solide qui se poursuit en fait sur les années. Enfin, justement, tu parlais aussi de fait que les auteurs vont faire d'autres livres dans ta maison d'édition, qui va créer une sorte d'enchaînement en fait. C'est l'idée. Oui, l'idée c'est ça, c'est que Mu n'est pas une maison d'édition qui fait des coups littéraires ou des coups publicitaires ou des coups marketing. Déjà parce que c'est pas mon caractère, c'est pas le caractère non plus de Frédéric Veil, et donc on est plutôt sur le temps long. Et j'aime cette idée que chaque roman est une petite pierre qui bâtit finalement un auteur et aussi une maison d'édition. Et donc, les deux sont liés, en fait. L'auteur et la maison d'édition construisent ensemble, finalement, une maison commune dans laquelle on va les lecteurs, les libraires, les journalistes vont pouvoir rentrer en se disant... Si je viens ici, je sais que je vais découvrir un nouveau territoire. Je vais explorer quelque chose qui va peut-être me perturber, peut-être quelquefois m'amuser, mais en tout cas, voilà, je vais en sortir avec des informations complémentaires à ma réflexion. Ok. Et là, on va revenir sur ton métier un peu plus, enfin, sur le travail éditorial. Qui t'aide au quotidien? Je sais que vous avez des comités de lecture. Est-ce que toi, tu as ça personnellement ou qui t'aide au quotidien?
Alors, en fait, on est avec Frédéric Veil, donc nous travaillons de concert sur des textes. On a également des éditrices et des éditeurs freelance qui, de temps en temps, nous contactent pour nous dire hey, j'ai un texte absolument génial que j'aimerais te proposer. Et dans ces cas-là, on discute avec eux. On travaille également sur de la traduction. Le premier roman, notre première traduction sortira le 29 janvier, qui est le roman de la vie Tidar, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Donc, on a des personnes autour de nous qui nous alertent, qui nous disent tiens, regarde tel auteur, etc. Voilà, quelquefois, on est en premier, donc on a de la chance, et puis quelquefois, ce n'est pas le cas. Je me souviens de Christophe Siebert, par exemple, qui est édité au Diable Vauvert chez Marion Mazoric, qui un de mes auteurs m'en avait parlé, j'avais déjà entendu son nom résonner sur la toile, et puis je procrastine, je mets du temps parce qu'on a la tête dans le guidon, on fait 12 milliards de trucs à la fois, et puis un mois de décembre un peu plus creux, je me dis Christophe Siebert, c'est vrai qu'il faut que je le contacte. Et donc, je me rends sur sa page Facebook et je vais pour lui faire un message pour savoir s'il avait quelque chose à me proposer. Et je vois en gros un message de la veille qui disait « Je suis super content, je viens de signer au Diable Vauvert ». Bon, voilà. Bon, il est très bien au Diable Vauvert. Et tout le travail de Marion Mazoric est parfait à ce niveau-là. Donc tant mieux. Mais voilà, il nous arrive quelquefois de louper des coches et quelquefois d'être grandement en avance. Je pense par exemple au roman qu'on va sortir au mois de mai de l'année prochaine, qui s'appelle This is How You Lose the Time War, d'Amal El-Mohtar et de Max Gladstone, qui sont deux chroniqueurs du New York Times. Le roman est absolument magnifique nous en avons donc acquis les droits pour la France. Et quelques mois après, alors que rien, mais absolument rien ne laissait présager cela, même l'agent d'ailleurs américain était sans voix quand c'est arrivé, le roman gagne 2 des plus grands prix littéraires américains pour un roman épistolaire, une histoire d'amour épistolaire à travers le temps. Voilà, on se dit c'est étonnant, mais pas tant que ça, parce que ce texte est d'une beauté absolument incroyable, d'une poésie magnifique, et surtout qu'il fait tomber toutes les barrières de genre tout au long du roman. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, à mon avis, qui a énormément plu à ces 2 grands prix littéraires américains. Et voilà. Et donc, on a un temps d'avance, là, pour le coup. Rien n'était prévu. Nous, on était seulement tombés amoureux du texte avec Frédéric Veil. Hein. On était vraiment tombés amoureux de ce texte. Qui a eu une carrière finalement absolument incroyable aux États-Unis. Et tant mieux. Et tant mieux, on a hâte de le faire découvrir au public français. Et comment, par exemple, tu vois ce titre anglo-saxon, qu'on va dire inconnu parce qu'il n'a pas encore eu de prix, comment tu le repères à l'avance? Alors, grosso modo, toutes les 3-4 semaines, je fais un tour de la presse internationale. Je me prends une journée où je vais lire la presse internationale, particulièrement en anglais, hein, mon espagnol étant un peu léger. Donc je vais lire tout ça, je vais me nourrir de ce que disent les journalistes internationaux sur certains titres. Et puis, en fonction des thématiques, en fonction de mon humeur du jour aussi, quelquefois, hein, il faut être honnête, il y a certains bouquins qui me parlent plus que d'autres. Et dans ces cas-là, je les commande, je les lis. Et si ça me plaît, c'est parti. Et là, dans ce cas-là, quand tu veux traduire un texte, tu passes par un agent littéraire à l'étranger, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même plus connu dans le monde anglo-saxon qu'en France. Oui, alors effectivement, pour tout ce qui est droit, nous travaillons avec des agents. Alors,
parfois américains, ce qui était le cas pour Amal El-Mohtar et Max Gladstone, donc leur agent était américain. Quelquefois, il y a des agents français qui traitent pour des agents étrangers. Et donc, on a une relation directe avec elle ou eux, d'ailleurs, en fonction les droits d'acquisition. Et ce concept d'agent littéraire, qui est un peu comme un concept d'agent d'artiste, on va dire dans la musique, même si bon, je grossis le trait, en France, est-ce que ça se développe de plus en plus? Parce que ça voudrait dire que le manuscrit est déjà prêt à l'emploi, on va dire, et il l'envoie à l'éditeur qui ensuite voit si c'est sa ligne éditoriale. Ça se développe en France? Alors, ça se développe très légèrement, malgré tout, pour plusieurs raisons, à mon avis, qui sont d'ordre économique. Le marché d'agents aux États-Unis couvre les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, tous les pays finalement de la zone anglophone, ce qui fait un marché absolument énorme, gigantesque. Et donc sur lesquels effectivement il y a une pertinence à avoir un agent, puisque le marché étant énorme, les sommes en jeu sont absolument énormes. En France, on est sur un marché qui est excessivement plus petit que ce marché anglophone. Et donc, les sommes qui sont en jeu sont excessivement plus petites également. Et donc l'agent, à part sur des grandes stars qui représentent 5%, 5-7% des auteurs et des autrices en France, à part pour eux, c'est très compliqué de développer une relation avec un agent. Pas compliqué au sens éditorial. Travailler avec un agent serait parfait. Le problème, c'est quel serait mon métier après derrière. Ça veut dire que le métier d'agent, c'est aussi de préparer un manuscrit pour qu'il soit absolument nickel et presque directement publiable. Donc, grosso modo, le métier d'agent, c'est en fait un métier d'éditeur et de représentant des droits de l'auteur. Donc, grosso modo, je ne servirais plus à grand-chose. Mais ça peut arriver. Je pense que il faut accompagner, enfin, en tout cas, qu'il y ait un agent ou qu'il n'y ait pas d'agent. Moi, mon métier d'éditeur reste le même. Ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer des livres. Et donc, voilà, qu'une autrice ou qu'un auteur ait un agent ou pas, peu importe, à vrai dire. C'est juste que dans notre système économique, je ne crois pas qu'il soit adapté. Je ne crois pas qu'il soit adapté au système d'agents. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Les choses évoluent et de nombreuses modifications vont intervenir. Et je pense que le Covid va peut-être ou pas. Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais peut-être ou pas accélérer quelques modifications. Nous verrons. Moi, je regarde tout ça comme acteur de la chaîne du livre. Je n'ai ni a priori négatif, ni a priori positif. Je regarde. Justement, tu fais bien d'en parler parce qu'on a une question du public qui te demande comment envisages-tu le futur de l'éditeur et comment il va évoluer sur les prochaines années-là, on va dire. Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Je peux vous faire un cours de 2 heures sur les différentes voies possibles d'évolution du monde de l'édition. Mais qu'on travaille dans une énorme maison d'édition comme Hachette ou Gallimard ou qu'on travaille dans une petite maison d'édition comme Mu, notre vision n'est absolument pas la même du marché. Et de son évolution, forcément. Donc pour l'instant, le métier de l'éditeur et la façon dont il va évoluer dans l'avenir, j'en sais rien. La seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que
il y a besoin d'un avis tiers sur un roman. Il y a besoin d'une personne qui, en dehors de toute considération affective, va professionnellement regarder le roman et trouver les éléments qui permettront à l'auteur de l'améliorer. Le travail de l'édition, c'est un travail d'exhausteur. C'est le sel qu'on amène dans un bon plat pour lui donner encore plus de saveur. C'est ça le travail de l'éditeur. Et ça, je pense que même dans l'avenir, on aura besoin de personnes comme ça. Ensuite, il y a plein de typologies d'éditeurs. Il y a l'éditeur qui va se concentrer sur le texte, qui va le dépiauter, qui va véritablement faire un travail d'orfèvre sur chacun des mots. Vous avez l'éditeur qui va plutôt travailler sur le concept global et qui va laisser une totale liberté finalement à l'auteur à l'intérieur. Vous avez l'éditeur qui déjà en fait est une forme d'agent finalement parce qu'il va plutôt pousser l'auteur que sa propre maison d'édition parce qu'il a vraiment voilà il y a de la même manière qu'il y a autant d'auteurs qu'il y a d'éditeurs. Et il y a différentes façons de travailler un texte. Quelquefois, ça convient à des auteurs, quelquefois, ça ne convient pas à des auteurs. C'est pas la question. C'est voilà, on trouve l'éditeur aussi avec lequel on a envie de poursuivre une aventure et avec lequel on a envie de travailler. Et tout à l'heure, tu nous parlais donc de la création de Mu, donc faite en 2013. Les gens voudraient savoir qu'est-ce que tu connaissais du métier d'éditeur à ce moment-là et comment tu as su, entre guillemets, combler les lacunes que tu as peut-être eues au moment de la création pour en arriver là. Je n'y connaissais rien. Voilà. Ce que je connaissais, c'était le monde de la bande dessinée. Comics particulièrement. Je savais comment ça fonctionnait, je connaissais le système d'impression, le système de distribution, de diffusion, etc. Donc tout ça j'avais déjà une première approche qui était faite et bon, ça allait. Je voyais à peu près comment ça se passait. Le milieu du roman est très différent, donc je me suis énormément renseigné, j'ai pris conseil aussi. Voilà, Frédéric en a fait partie, mais je pense également à Marion Mazuric, à Mathias Sechenay de La Volte, Jérôme Vincent d'ActuSF. Voilà. Des personnes avec qui on a pu échanger, qui ont pu m'apporter un certain nombre de contradictions aussi que je n'avais pas vues et qui m'ont fait évoluer. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, avec Frédéric Veil, on s'est retrouvé l'année dernière pour finalement donner une impulsion vraiment importante à Mu dans son entrée donc dans le secteur de la distribution et de la diffusion autour d'un projet éditorial resserré, transversal et surtout littéraire. D'accord. Une autre question du public qui, je pense, peut être intéressante, c'est est-ce que tu as une anecdote sur un livre ou sur un auteur avec qui tu as travaillé? J'en ai plein. Vas-y, les meilleurs. Je vais peut-être vous parler de l'anecdote de Moi, Peter Pan. Donc de Michael Roche. Moi, Peter Pan, de Michael Roch. Moi, Peter Pan, c'est... donc, je rencontre Michael Roch dans un atelier d'écriture qui était animé par Alfred Boudry. L'atelier d'écriture se passe. Moi, j'étais juste en orga, donc rien de... Voilà, l'atelier d'écriture se passe. Et comme souvent, en fin d'atelier d'écriture, il est demandé aux auteurs présents s'ils souhaitent lire le résultat de leur journée de travail. Comme à l'école, personne n'a envie de prendre la parole. Et Michael veut bien lire son texte. Et à la fin de la lecture, un immense silence plane dans la salle. Le texte est absolument magnifique. Il a été écrit en 3 heures. C'est une pure merveille. Une pure merveille.
Donc, j'attrape Michael à la sortie de cet atelier d'écriture et je lui dis, c'est pas possible, il faut m'écrire la suite. Moi, tu m'écris la suite, je publie. Si c'est du même tonneau, si c'est aussi bon, je publie. Et l'histoire durera 2 ans. Pendant 2 ans, Michael va m'envoyer des morceaux de phrases, des petits paragraphes épars, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Un truc absolument insupportable pour un éditeur, hein, parce que vous ne pouvez pas juger d'un roman avec tout ça. Et au bout de 2 ans, nous nous recroisons et je lui dis, écoute, ça suffit, il faut que tu m'envoies ce texte, j'en peux plus, voilà, c'est pas possible. Envoie-moi ce texte. Et quelques semaines après, je reçois le texte finalisé de Moi, Peter Pan, où la nouvelle qu'il avait écrite lors de l'atelier d'écriture et qui devait être le début du roman devient en fait la fin de ce dernier. Et voilà. Et j'ai été conquis par sa plume, par son style aiguisé et intimiste. Ces peintures impressionnistes qu'il arrive à nous donner à lire. Et c'est un auteur vraiment ce que j'appellerais un auteur de l'intime, qui est vraiment, vraiment à découvrir. Et justement, il y a une question du public qui concerne ce sentiment que tu as eu à la lecture du texte de Michael. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans l'écriture chez un auteur? Ou chez un manuscrit, dans un manuscrit? C'est une somme, en fait. Il n'y a pas une chose en particulier. Il y a forcément le style de l'auteur. Il y a sa qualité narrative, c'est comment il nous amène, comment il nous insère dans son récit. Et puis, il y a le propos. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Quelles sont les questions qu'il nous pose sur nous, sur nous intimement ou universellement? Voilà, c'est plutôt cette somme comme ça, cette espèce de chose qui peut paraître un peu sibylline, éthérée, mais qui, pour moi, une réalité concrète. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je me sente happé par le roman. Donc, ça peut être un roman drôle, voilà, décalé. Je pense à Je n'aime pas les grands de Pierre Léoté, par exemple, comme ça peut être un roman sur de la bagnole. Je n'ai pas le permis, je ne conduis pas, les voitures ne m'intéressent pas, et pourtant le texte d'Emmanuel Brault, Walter Kurtz était à pied, m'a transporté au sens premier du terme, avec 4 roues. Et j'ai trouvé ça absolument génialissime. Donc, voilà, il y a des moments comme ça de suspension, d'étonnement, de rêverie, qui, moi, me font dire ce texte-là, j'ai envie de l'éditer. Une autre question du public qui est assez importante, c'est la condition de l'auteur. On parle souvent de la précarisation de l'auteur. Est-ce que toi, tu le vois, le constates, que ce soit un peu partout, chez tes amis auteurs, chez les autres éditeurs? Alors, dire l'inverse me paraîtrait totalement absurde. Mhm. Totalement absurde. La précarité des auteurs, elle est réelle. Chez Mu, cela fait un petit moment, par exemple, que les contrats sont déjà à 10% minimum. Okay. Depuis plus d'un an, des avaloirs en rapport avec la taille de la maison d'édition et donc des ventes éventuelles sont versés aux auteurs. Mais ces avaloirs, on compare très souvent les avaloirs français des petites et moyennes maisons d'édition aux avaloirs américains. Encore une fois, pas le même marché, pas la même possibilité d'extension du public. Donc, il y a une précarisation des auteurs. Il faut faire le nécessaire pour qu'elle soit la moins importante possible. Nous, à notre échelle, on essaye de le faire, donc par des avaloirs, par des contrats à 10% minimum,
avec en plus des paliers qui peuvent monter jusqu'à 12-13%. Donc, on met en place un certain nombre d'éléments qui sont plutôt à destination des auteurs. On fait le nécessaire, en tout cas, on essaye de travailler avec des pochistes, donc des éditeurs poches, pardon, pour que les œuvres puissent vivre encore après leur vie en grand format. Tout ça, ce sont également des sous qui sont mis dans la poche des autrices et des auteurs. Est-ce que c'est suffisant? Sans doute pas. Sans doute pas. De nombreuses autrices et auteurs ont une activité professionnelle à côté. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Cet effet dure déjà depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'on a plus d'auteurs aujourd'hui qu'on en avait hier? J'en suis pas sûr. Et le phénomène Amazon et Internet et autopublication s'est effectivement développé. Donc, on a peut-être une visibilité plus grande aujourd'hui du nombre d'autrices et d'auteurs présents sur le marché. Mais voilà, on est une nation d'écrivaines et d'écrivains, et donc tout le monde a dans ses tiroirs une histoire, tout le monde a déjà écrit une poésie sur un cahier d'école, tout le monde a déjà écrit un scénario, un roman, une nouvelle. Donc, est-ce que tout doit être publié? C'est la vraie question. Moi, je ne suis pas. Je m'occupe de décider ce qui va être publié chez Mu, parce que je crois à ces textes-là. Pour tout le reste des publications, qu'ils soient en autopublication ou chez mes confrères, c'est une décision qui leur appartient et sur laquelle je n'ai pas à intervenir. Moi, je publie des coups de cœur, des livres dont je pense qu'ils doivent être publiés, peut-être à tort quelquefois, mais j'espère à raison souvent. Okay. J'ai une autre question qui est difficile. Qu'est-ce qui, selon toi, ferait un bon éditeur? Voilà, pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce qui, selon moi, ferait un bon éditeur? Eh ben, vous me donnez 2 minutes là, parce que alors, franchement, répondre à chaud à ce type de questions est assez compliqué. Qu'est-ce qui ferait un bon éditeur? Pour moi, un bon éditeur, c'est une personne qui réussit à porter, à aider un auteur à atteindre son maximum. Voilà. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, le côté exhausteur. Pour moi, c'est ça. Et atteindre son maximum et permettre à son roman d'atteindre le maximum de ses possibilités en fonction de la taille de la maison d'édition. Voilà. Pour moi un bon éditeur, c'est ça. C'est celui qui réussira à accompagner de bout en bout l'autrice ou l'auteur avec lequel ou avec laquelle il travaille. Ok, je vois. Donc, en fait, c'est transmettre ce que tu as ressenti sur le manuscrit et porter en fait l'auteur. C'est rejoint l'idée de l'agent, c'est une pépite, c'est la porter aux yeux de tous. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la question de l'agent est très compliquée en fait à développer, parce que c'est aussi déjà un peu le rôle de l'éditeur. L'éditeur, il met de l'argent dans la création d'un bouquin, parce qu'on parle de l'éditeur, mais à côté de l'éditeur et de l'auteur, il y a les correctrices et les correcteurs, les traductrices et les traducteurs, les illustratrices et les illustrateurs, les imprimeurs, la distribution, la diffusion, les libraires. Ouais. Il y a toute une chaîne, il y a une chaîne complète avec laquelle nous travaillons. Et voilà, c'est toujours des questions de millimétrage qui sont excessivement compliquées, mais sur lesquelles, voilà, moi je pense que nous tentons et nous essayons de porter avec Mu une responsabilité à la fois artistique et sociale. Peut-être qu'on ne fait pas tout bien, et même sans doute d'ailleurs, mais on essaye de faire le maximum pour que ce soit le cas. Okay.
On va prendre une dernière question du public et après on parlera un petit peu plus de l'actu de Mu. Donc ça rejoint un peu ce que tu nous as dit au tout début, que vous avez reçu beaucoup de manuscrits et vous avez moins de place sur les plannings, vous avez moins de temps pour les gérer. Comment vous, chez Mu, vous avez géré justement la crise un peu du Covid? Comme tout le monde, au jour le jour, beaucoup de réunions, énormément de réunions pour voilà, tenter de créer une somme de scénarios possibles en fonction des périodes de confinement, de déconfinement, de redémarrage, de stop and go. Voilà. On a créé toute une somme de possibles et puis en fonction de ces possibles, on a pris des décisions quelquefois justifiées, quelquefois non, mais qui nous semblaient logiques, en tout cas au moment où on les prenait. Hélas, on est dans une période où la réflexion à 6 mois, aujourd'hui, est quasiment impossible. On ne sait pas dans 6 mois. Là, Je n'aime pas les grands, qui est sorti au mois d'octobre. Quand on l'a placé, donc déplacé, parce que c'est un roman qui a été décalé du fait du premier confinement, on ne savait pas que une semaine après sa sortie, on allait se retaper un nouveau confinement. Ouais. Voilà. Donc dans 6 mois, de la même manière, on a des titres qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'on les décale un petit peu? On se dit, bon, il y a peut-être le vaccin qui va arriver, mais on a aussi les alertes des comités scientifiques. Bref, tout ça est pris en compte et on essaye de faire au mieux. On prévoit et ensuite on assume. Ok. Et justement, donc, dans cette incertitude, c'est quoi l'actualité pour Mu, là, sur les prochains mois? Alors, l'actualité première, je veux quand même en parler si vous me le permettez. Voilà, l'actualité première, c'est justement notre roman du mois d'octobre, Je n'aime pas les grands, qui a eu un énorme accueil de la part des libraires. C'est un livre qui, pour moi, est un livre d'importance, qui traite de la question des créations, des populismes, des nationalismes et des dictatures. C'est un roman qui commence en 1919. La France vient de perdre la Première Guerre mondiale et des cendres de la défaite va se lever un homme, Augustin Petit, qui va désigner les responsables, qui ne sont pas les juifs, pas les femmes, pas les noirs, pas les arabes, pas les homos. Non, ce sont les grands, car leur tête dépassait des tranchées. Et sur cette idée complètement débile, il va réussir à former un mouvement, puis un parti politique, puis prendre le pouvoir. Toute ressemblance, évidemment, avec Adolf Hitler est totalement voulue et assumée. Ce livre commence en 1919, il finit dans les années 80 avec la renaissance, finalement, des mouvements extrémistes et l'entrée à l'Assemblée nationale de Jean-Marie Le Pen. C'est un livre qui, pour moi, est indispensable en cette période. Il a eu vraiment un excellent accueil de la part des libraires. Et on lui a adjoint, parce que je crois que c'est important, un livret pédagogique entièrement gratuit. Donc, c'est un livre pour adultes, enfin, pour adultes. C'est un livre qui se lit de 15 à 95 ans, en fait. Parce que c'est un roman qui est décalé, c'est un roman qui parfois est drôle, quelquefois glaçant. Mais on lui a donc adjoint un livret pédagogique à destination des collégiens et des lycéens sur les dictatures et le fascisme, qui a été rédigé par Pierre Léoté, qui est prof d'histoire, et qui a été illustré par Ronald de Bousseau, qui est un illustrateur absolument génial. Ce livret pédagogique, vous n'avez pas besoin d'acheter le roman pour l'avoir, il est disponible gratuitement sur le site de la maison d'édition. Nous le souhaitions ardemment avec l'auteur et l'illustrateur. Pour nous, c'est très important que ce type de livret pédagogique soit disponible au plus grand nombre et gratuitement. Donc ça, voilà. Je n'aime pas les grands de Pierre Léoté,
petite merveille voilà, que je vous laisserai découvrir. Et sinon, en actualité, alors voilà, il est juste derrière. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans les cartons. Et c'est notre fameuse première traduction, Aucune terre n'est promise, de Lavi Tidhar. Lavi Tidhar, c'est un auteur israélien qui vit à Londres, mais voilà, qui a voyagé partout dans le monde, Afrique du Sud, Vanuatu, les États-Unis. Voilà. Il est également chroniqueur, je ne sais plus si c'est le Washington Post ou le Chicago Tribune, j'ai un doute. Bref, c'est un des, voilà, c'est un des deux. Il est chroniqueur donc pour un grand quotidien américain. Et il signe un roman. Moi, je l'avais découvert avec Osama en France. Puis j'avais lu Central Station, qui d'ailleurs n'a pas été traduit en France, mais qui a déjà quelques années. Et Aucune terre n'est promise, donc nous a été proposé. Et à la lecture, j'ai retrouvé tout ce qui pour moi était important chez Mu. Ça veut dire à la fois une écriture d'une poésie absolument incroyable, une histoire. Puisque c'est l'histoire de Lior Tirosh, qui est un auteur de fantaisie aussi moyen que le sont ses ventes. Qui, suite à un drame familial, va repartir dans sa famille, dans son pays d'origine. Et son pays d'origine, c'est la Palestina, un territoire en plein milieu de l'Afrique qui est la terre d'Israël. Et en fait, dans cette histoire qui est développée par Lavi Tidhar, l'État israélien n'est pas né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais dès le début du XXe siècle. Ce qui modifie toute l'histoire finalement du XXe siècle. Et à travers la redécouverte de son identité, on va redécouvrir également qu'est-ce que ça veut dire le travail de mémoire pour les nouvelles générations. Est-ce qu'on doit imposer le travail de mémoire sans jamais l'oublier? Et voilà, toutes ces questions-là qui sont excessivement difficiles, il les traite avec une douceur et une poésie incroyable. Et puis, c'est également un roman qui nous parle d'Israël, qui nous parle de la terre promise. Et c'est important en cette période de pouvoir parler de tout ça. Ça a été magnifiquement traduit par Julien Bétan, qui a vraiment réussi à faire ressortir toute la poésie de ce roman qui se lit vraiment d'une traite. Moi, je l'ai attaqué. Alors, je l'ai attaqué en plus en anglais, donc je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché. J'ai commencé à midi, j'ai fini à 20h et j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'étais aux anges. Donc, c'est un très, très beau roman. On est très, très, très content d'avoir Lavi Tidhar présent dans notre collection chez Mu. Donc, c'est le 29 janvier dans toutes les bonnes librairies. Tout à fait. C'est ça, nickel. Écoute, Davy, merci à toi d'avoir pris ce temps pour nous parler un peu de ton métier et de ta maison d'édition. Merci à toutes et tous. Je tiens à préciser... Non, c'était parfait. Je tiens à préciser donc à tous nos auditeurs, spectateurs, que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo enregistrée sur notre chaîne YouTube d'ici 1 à 2 semaines. Davy, également, tu pourras revisionner la vidéo avec plaisir. Je tiens à préciser également que Pierre Léoté nous a fait une conférence, nous a fait l'honneur d'une conférence lundi sur l'Uchronie, donc un exercice joyeux mais dangereux. Je vous invite à la voir parce qu'elle est très bien. Et également, il y a un jeu concours pour gagner 2 exemplaires de Je n'aime pas les grands. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de l'événement et à jouer au jeu concours. Vous serez agréablement surpris. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.